Cap sur la puce M5. Apple greffe sa nouvelle puce sur 3 produits majeurs, à commencer par un tout nouveau MacBook Pro. Quelles vraies avancées pour ce portable survitaminé? Faut-il lui préférer le MacBook Air M4, toujours best-seller du moment? Et que penser de la disparition du chargeur dans la boîte? Gros plan également sur le nouvel iPad Pro, lui aussi dopé à la M5, sans oublier l'Apple Vision Pro qui évolue enfin. Mais pourquoi faire? Apple croit-elle encore en son casque ou a-t-elle déjà les yeux tournés vers des lunettes plus légères, à l'image des Meta Ray-Ban Display? Débat. Le Mac. Bonjour à toutes et à tous, vous regardez, on refait le Mac alias ORLM. Très heureux de vous retrouver pour notre débat tech hebdomadaire avec comme invité cette semaine en plateau le fantastique Laurent Pantanach. Bonjour Laurent. Bonjour tout le monde. Actimo.com toujours? Actimo.com. Bien. En plateau, notre ami Stéphane Zibi. Bonjour Stéphane. Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. Et en duplex, l'exceptionnel, le merveilleux Christophe de Graaf d'Underset Corporation Incorporated. Bonjour Christophe. Vas-y, tu peux rajouter en fait un maximum de choses, en fait, genre superbe, exceptionnel, machin, etc. Je trouve que tu te donnes pas à fond, Olivier. Bah écoute, Salut à tous. je te propose que dans les commentaires, les gens te trouvent des attributs et te notent en fin d'émission. Non, ça c'est pas une bonne idée. Un salut C'est vraiment pas une bonne particulier aux membres du club ORLM. Vous le savez, c'est la version premium de notre chaîne YouTube. En vous abonnant, vous soutenez ORLM et ses équipes. Et en contrepartie, l'émission est accessible rien que pour vous, 24 heures en avance, en direct. Vous êtes aussi invité à assister ici au Village by SCA aux enregistrements, aux coulisses. On a un petit salon juste à côté, bien sympathique. Toutes les infos sur notre chaîne YouTube ou en scannant le QR code que vous avez vu passer à l'écran. Un mot tout de même, c'est important, au sujet de notre sponsor NordVPN. NordVPN, c'est le VPN le plus sûr et le plus rapide, compatible avec tout l'écosystème Apple, Mac, iPhone, iPad, Vision Pro et même l'Apple TV. Jusqu'à 10 appareils peuvent être connectés en simultané. Ça vous permet d'accéder à des contenus partout dans le monde. Vos chaînes françaises quand vous voyagez, Netflix ou Disney+ en version US, avec en ce moment le film Thunderbolts et même YouTube sans pub via une IP étrangère. Mais NordVPN, c'est aussi un vrai pack de cybersécurité, blocage des pubs, des sites dangereux et protection de vos données. Et bonne nouvelle, grâce à ORLM, vous avez 4 mois offerts sur l'abonnement de 2 ans pour un budget à partir de 2,98 € par mois, le prix d'un café. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. En tout cas, un grand merci, un mille merci à NordVPN de soutenir ORLM. Une petite remarque sur NordVPN, Laurent? Non, moi, je suis fan, vous le savez, donc j'en ai testé plusieurs et c'est ceux que je préfère, donc du coup, voilà. Et je peux même dire plus, même, depuis quelque temps, ils se sont renforcés dans la surveillance et le monitoring sur tout ce qui se passe sur le dark web et nos datas, parce qu'il y a eu beaucoup de données qui ont été aspirées cet été, donc SFR, Bouygues et autres, Air France, et j'en passe, j'ai des trous de mémoire, mais il y en avait beaucoup. Et là, les risques sont au maximum pour cette rentrée. Et donc, c'est bien d'avoir un VPN pour ce que ça fait, mais aussi pour surveiller ce qui se passe sur le dark web, parce qu'on ne vérifie pas tout le temps. Tu ne perds pas le nord, hein? Non, il ne perd pas le nord. Non, juste blague à part, ce qu'il dit, j'en avais parlé dans une précédente émission, il vous donne les données trouvées, puis vous pouvez même, quand il y a des mots de passe qui sont trouvés, il vous donne les mots de passe. Et ça fait très très drôle de voir un de ces mots de passe en clair. Ouais. Et là, on se dit, bon, ça veut dire que les gars, ils le stockaient déjà en clair, alors que normalement, ils auraient dû stocker le H. Et bon, alors, moi, c'est un très, très vieux mot de passe que j'ai vu apparaître, mais c'est quand même très surprenant quand flippant. Ouais, c'est flippant, quoi, voilà. Allez, vous le savez, Apple a présenté 3 nouveaux produits majeurs la semaine dernière. On commence par détailler le nouveau MacBook Pro M5. 3 nouveautés la semaine dernière, à commencer par un nouveau MacBook Pro équipé de la puce M5. Ça concerne uniquement, Christophe, l'entrée de gamme des MacBook Pro disponibles uniquement en version 14 pouces. C'est celui que toi, tu as un 13. Toi, c'est celui que tu utilises, Laurent. Hein? Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Le reste de la gamme, 14 et 16, toi, c'est un Pro Max que tu as? Oui. Donc, les versions Pro et version M5 Max ne sont pas encore disponibles. On en parlera un petit peu plus tard. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le design? Il n'évolue pas. Tu en es plutôt satisfait depuis quelques années. Oui. Alors, la difficulté avec le design, c'est la frustration à un moment donné du faible changement. Tu vois, des fois, tu as envie d'avoir quelque chose d'un peu nouveau. Ça va faire 4 ans, là, c'est ça? En même temps,
je trouve que c'est le meilleur design qu'ils aient eu. C'est-à-dire l'écran vraiment plat au-dessous, les bords légèrement arrondis sur le côté. En termes d'efficacité, tu vois, de quand tu le prends à la main, c'est hyper agréable. La seule chose et la seule recommandation que je donnerais, c'est quel que soit le modèle que vous achetez, okay, que ce soit un MacBook Air ou un MacBook Pro, prenez la version aluminium. Aujourd'hui, la version teintée dans la masse comme moi. Aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui a la même que la tienne. C'est un jeune homme qui a une très belle bague, Kevin, et à la main. Et en fait, j'ai vu que son Mac était tout blanc. Et à un moment donné, j'ai pu montrer comment tu tiens ton Mac. Et en fait, il tient systématiquement son Mac de la même manière. Et ça enlève... Le noir, là, tu veux dire? Il est tout blanc au... Il ne faut pas porter de bague. Il ne faut pas porter de bague, il ne faut pas être marié. Mais je dis, voilà, il faut faire très, très, très attention. Mais les gens qui font... le simple fait de brancher une prise sur le côté, c'est ça. Mais le design demeure le même. Sachant qu'entre-temps, c'est vrai, par rapport à ta version, est arrivée la version noire sidérale. Tu privilégies toi plutôt la version argent. La différence essentiellement entre le modèle de Laurent, qui est un modèle Pro et un modèle, enfin Pro, c'est ça, M4 Pro et le M5 tout court, Christophe, c'est au niveau de la connectique. Hein. Oui, au niveau de la connectique, où tu vas retrouver effectivement 3 ports Thunderbolt 4, c'est quand même un de plus par rapport au MacBook Air, par exemple, et un de moins que la gamme supérieure de MacBook Pro M4 Pro et M4 Max. Donc voilà, tu vas retrouver également de l'HDMI, tout simplement, et ça, c'est quand même drôlement pratique. Ouais, c'est ce qui me manque, moi, sur mon MacBook Air. Hein. C'est vraiment pratique. Non, mais c'est top, en fait. Franchement, sur les MacBook Pro, moi, c'est vraiment ce qu'ils mettent tous les jours. C'est vraiment super cool d'avoir ce port HDMI. Et puis aussi, tu as le lecteur de carte SD XC. Et malgré tout, en fait, même si un tas de personnes l'utilisent pas tous les jours, ou peut-être que certains professionnels sont passés à d'autres formats, malgré tout, en fait, ce petit lecteur de carte, il est rétrocompatible et compatible avec tout un tas de choses sur le marché qu'on utilise quand même assez fréquemment. Donc pour la décharge de données, en fait, c'est quand même plutôt sympa. Oui, un port de plus, tu as raison concernant le Thunderbolt, et en plus c'est du Thunderbolt 5 sur le MacBook Pro. M4 Pro, M4 Max, ça c'est du Thunderbolt 4 sur le MacBook Pro M5. Parle-nous de la puce, mon cher Stéphane. Juste avant, je dis les lecteurs de cartes, c'est très bien parce qu'il y a une marque que j'aime bien qui s'appelle Transcend. Et en fait, c'est des demi-cartes SD qui viennent se clipser comme je le montre. Laurent. Et en fait, grâce à ça, vous pouvez faire des sauvegardes je le mets là sur le grand contraste. En permanence, ou quasi-permanence. Même, vous pensez prendre que le disque dur le plus... C'est comme si tu avais un deuxième disque. C'est un disque dur interne, voilà, et c'est quand même quelque chose de très utile. On ne peut pas installer de système dessus. Non, on ne peut pas installer de système. Mais moi, c'est pas hyper rapide non plus. Non, moi, j'ai une barrette de 200 gigas. Je stocke tous les trucs, tu vois, les films, les machins, les bidules, tu vois, qui ont aussi, je les ai ailleurs, où il n'y a pas d'importance, quoi. Voilà. Alors, comme on le disait dans... et puis... Oui, pardon. Et puis aussi, en fait, tu peux sauvegarder tes données, comme le disait Stéphane, et ça, je trouve ça drôlement intéressant, parce que ta Time Machine, en fait, qui est quand même un super système, tu vois, pour sauvegarder tes données très facilement, et dès que tu as un disque extérieur ou un disque inséré comme celui-là, tu vas pouvoir facilement activer Time Machine pour que l'ensemble de tes données soient sauvegardées régulièrement. Et donc, c'est sympa, parce que de un, tu peux facilement le balader avec toi. Et donc ça, c'est vraiment la grosse problématique, tu vois, des backups aujourd'hui, c'est d'avoir ton disque externe à devoir connecter ou l'avoir sur le réseau quelque part, en fait, pour pouvoir faire le backup. Là, tu n'es pas obligé, tu le laisses embarquer, en fait, grâce à ce lecteur de cartes. Donc c'est plutôt bien vu, en fait, de la part de Apple, pour l'instant, d'avoir encore ce lecteur de cartes. On verra pour combien de temps. Écoute, je veux pas faire qu'on défasse partir l'émission dans une autre direction, mais là où j'abonde dans le sens de... Maître de Grave, c'est j'ai un pote quand il a vu ça. Tu vois, il y arrive au niveau des synonymes. Ouais, il y arrive. Donc, et des qualificatifs et des. J'ai un pote qui a vu ça. Il m'a dit mais c'est génial, je le veux. Donc je lui ai filé la référence de celui que j'avais acheté. Et il a mis ça et donc lui il a programmé en fait un backup de ce qu'il backupait quoi qu'il en soit par ailleurs sur Dropbox, tout ça. Et un jour en voyage, il a pété son ordi. Et en fait, il était hyper emmerdé parce qu'il s'est dit, je suis en mobilité, il n'avait pas une super bonne connexion. S'il fallait qu'il récupère l'intégralité de ses données, en fait, il est allé dans un Apple Store, il a acheté un Mac, il a rebranché juste ce petit... Parce que du coup, tu vois, il a dit, je le viderai, mon Mac à la maison, quand je rentre, je ferai ce qu'il faut. Mais là, pour pouvoir bosser en mobilité, il a fait ça. Donc, alors, si vous voulez, donc, Claire, déjà, un premier élément, puisqu'on en parlait en préambule dans le sommaire... face au MacBook Air M4, qui est très léger et très fin, mais c'est vrai qu'en termes de connectique,
C'est vraiment appréciable si vous faites beaucoup de présentations et puis la carte SD, ça peut paraître un peu obsolète, mais en fait, non, c'est très pratique. Exactement. Parlons de la puce M5, effectivement, Alors, Stéphane. Alors, la puce M5 est couplée donc à 16 Go de RAM par défaut, quoi. Bien sûr, on peut augmenter. On peut en prendre plus, on peut en prendre plus, bien 32, sûr. ouais. 32, ouais, sans problème. C'est gravé à 3 nanomètres. Donc c'est la 3e génération. Hein. Exactement. Là, je pense là, on arrive à un bon niveau de performance. Il y a des CPU avec 10 cœurs, donc 4 performants et 6 efficaces. Bon. Un GPU 10 cœurs avec ray tracing matériel. Un Neural Engine 16 cœurs nouvelle génération et qui pourrait être jusqu'à 4 fois plus rapide que le M4 pour les tâches liées à l'intelligence artificielle qu'on ferait tourner en local sur l'ordinateur. On y reviendra d'abord sur la puce M5 dans un chapitre et dans une émission dédiée lorsque le produit sera dispo, parce qu'au moment où on l'enregistre, le produit n'est pas encore sorti et on fera tous les benches avec l'ami. Didier, au niveau du stockage, c'est aussi le point fort des MacBook Pro par rapport à... Oui, on fera un test avec Didier. D'accord. Tu veux bien. Laurent, si tu nous parles du stockage, ça reste du classique. Ouais, bah, ça va de 512 Go à 2 Tera, c'est configurable jusqu'à 4 Tera à un prix défiant toute concurrence, c'est-à-dire tu laisses un bras et 2 bébés et 2 de tes enfants. Et le gain le plus notable, ça me semblerait sur la puce M5, ce soit l'autonomie. Hein, oui, tout à fait. Après, attention, ouais, l'avantage quand même des disques, c'est que les SSD, enfin, aujourd'hui, les disques qu'ils ont sont quand même beaucoup plus performants que ce qu'on a pu connaître par le passé. Et ce qu'il y a sur les MacBook Air aussi. Tout à fait. Et l'autonomie va jusqu'à 24 heures en lecture vidéo. Fait que tu tiens une belle journée, quoi. Donc l'écran, c'est un écran de 14 pouces hein, sur le MacBook Pro M5. 14,2 pouces, c'est ce que tu as toi. Moi, je suis plutôt en 13 pouces sur le MacBook Air. Technologie mini LED, hein, c'est toujours pas le l'OLED. On en parlera peut-être tout à l'heure dans le visomètre. Et puis le Center Stage qui arrive, effectivement, qui était déjà sur le MacBook Air, qui permet, vous savez, lorsque vous faites un FaceTime, ce qu'utilise notamment en ce moment Christophe pour faire sa vidéo, la caméra vous suit si vous bougez. Vas-y, bouge un peu. Voilà, c'est l'effet démo, normal. Vous voyez, ça bouge un petit peu et c'est assez pratique. Son poids, 1,55 kg. Alors, bonne surprise, Laurent. Apple baisse les prix. Qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a deux choses qui se passent en même temps. Le premier, c'est qu'ils n'ont pas augmenté les prix de beaucoup de produits. On l'a vu sur tout le début de la gamme, ceux qui nous ont surtout suivis. quand on s'attendait à ce que les prix augmentent. Oui, mais ils ont bien géré ça. Après, ils ont aussi allégé la boîte. Ouais. Ils l'ont dépouillé d'un ustensile quelque peu utile pour utiliser son ordinateur. Et, comme par exemple le chargeur. Ça sert à rien, un chargeur. Bah, la prochaine fois, qu'est-ce qu'ils vont enlever l'écran? Non, alors. Non, mais c'est une bonne idée, les chats. C'est une bonne idée, en fait. Attends, on va donner le prix quand Franchement. même. 1799 €, donc moins 100 €, ce qui correspond peu ou prou à un peu plus ou un peu moins le prix du chargeur. Non, je vais vous dire la vérité. Sur le fond, ils ont raison de faire ça. Moi, à la maison, j'ai une boîte avec plein de chargeurs USB-C à ne plus savoir quoi en faire. Des 60 watts, des trucs. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison. Non, je te dis juste. La première raison, c'est ça. Chargeur d'iPhone, oui, mais chargeur Non, moi, j'en ai 2 ou 3. Ouais, bon. Donc, le deuxième truc, c'est aujourd'hui, il existe une concurrence en termes de chargeurs. Là, j'en ai commandé un. Il est grand comme un chargeur d'iPhone et c'est un 60 watts. Un GAN. Ouais, et c'est un 60 watts, mais surtout, il pèse rien. Quand tu vois combien ça pèse, un chargeur de... Apple, ils sont massifs, quoi. Donc, que tu gardes un bon chargeur à la maison parce que tu t'en fous, il ne bouge pas, mais quand tu l'as que tu es en mobilité. Donc ça, c'est les 2 points positifs. 1, ça, c'est plus écologique, même si tu sais que ce n'est pas mon sujet de prédilection. 2, c'est pas là-dessus que je vais faire la différence. Voilà, je vais le tourner positivement pour pas que. 2, on peut trouver des choses beaucoup plus petites sur le marché. Là où par contre c'est mesquin, c'est que quand tu achètes un super ordinateur, tu as la qualité d'un ordinateur Apple à 1700, 1800, 1900, 2000, parce que selon les options que tu prends, tu te dis qu'il n'y a pas le chargeur, c'est mesquin. Voilà. Christophe, Apple précise que ces décisions visent à se conformer aux futures exigences réglementaires de l'Union européenne en matière d'éco-conception. Je vous rappelle que l'adaptateur 70 watts d'Apple coûte 65 € et le 90 watts 85 €. Christophe. Non, mais effectivement, on peut défendre ou pas Apple, en fait, de quoi qu'il advienne, en fait, ils ont diminué le prix de leurs produits et effectivement, ils ont retiré cet appendice, en fait, de la boîte, comme Laurent en parlait. Maintenant, très franchement, en fait, juste pour vous montrer
que j'ai moi comme nombre de chargeurs, c'est un truc de fou. Et effectivement, ceux qui vont acheter un MacBook M5, il y a de fortes chances en fait qu'un MacBook Pro M5, il y a de fortes chances en fait qu'il soit déjà passé à la caisse en fait à un moment donné et déjà en fait un chargeur déjà tout prêt. Donc moi je trouve ça pas mal. En plus de ça, quelqu'un le soulignait il y a pas tellement longtemps et j'entendais quelqu'un le dire. Les chargeurs de Apple sont pas souvent les meilleurs en plus de ça. Et donc ça te donne l'opportunité en fait de choisir à la concurrence quelque part un chargeur qui soit peut-être meilleur, qui soit peut-être un peu moins cher, qui soit peut-être un petit peu plus compact. Et donc tant mieux finalement en fait pour les accessoiristes également qui sont aussi les amis de l'émission. Donc moi je trouve ça pas mal. Et tu vois aujourd'hui le cas typique en fait c'est qu'on vient d'en précommander un pour Maxence que tu connais en fait qui bosse chez Underside. Et il a son M5, c'est un développeur, il a son M5, il est dans la bonne configuration en termes de mémoire, il est dans la bonne configuration en termes de disque parce qu'il a directement 512, il n'a pas besoin de son chargeur parce qu'en fait il a déjà un M2. Donc franchement, moi je trouve que c'est quand même une machine qui est bien placée, ça a été quand même mûrement étudié je trouve. Stéphane, tu as une réaction à l'abandon du chargeur par Apple? Ça va dans le sens de l'histoire ou pas? Je trouve ça mesquin. Bah oui, quel que soit le prix de toute façon, ça a été dit un peu par Laurent, la personne elle va peut-être acheter un ordinateur à 2000 et quelques euros, elle va le garder 5 ans, 6 ans. C'est quand même combien 65. En plus, bon, il est plus gros, moins performant. Si tu prends un 16 pouces, il te faut plutôt un 80 ou voilà, 90, c'est ça. Un 90 watts. Voilà, si tu prends un 14, il te faut un 70 watts. Donc moi, je trouve quand même que c'est un peu mesquin. Alors, quoi qu'il arrive, c'est vrai qu'on en a plein, mais bon, les gens qui achètent leur premier... On en a plein parce qu'on est des geeks. Voilà, quoi, voilà c'est ça, mais est-ce qu'on n'est pas dans la cible? Je trouve que le geste... Après, l'ordi a baissé de 100 euros, ces 100 euros, tu le mets dans le chargeur. C'est ce que je te dis quelque chose. Comme j'ai pris j'ai eu pour une école, on a fait des commandes. Je vais vous dire texto ce que dit la vendeuse. Ouais. En mode pour éducation. Donc en plus on a quelques avantages quand on est dans l'éducation. Autre information. Vous avez dû remarquer que les adaptateurs secteurs ne sont pas inclus dans la boîte, mais le prix du Mac a baissé de 100 euros. Voilà ce qu'ils disent. Donc oui, ok. Mais en fait, compris. Je pense que le prix de 100 euros aurait baissé même s'ils avaient laissé. Voilà. Puisqu'aux États-Unis, ils continuent à livrer le chargeur et le prix a baissé de $100. Mais bon, passons. Voilà. Donc, on vous a posé la question, d'ailleurs, c'était l'objet du premier sondage, la disparition. Laurent, regarde du chargeur électrique, si tu veux lire le sondage et donner les résultats. Donc, le MacBook Pro M5 est désormais vendu sans chargeur en Europe. Êtes-vous pour ou contre? Pour les règles européennes, donc tu veux que je mette le premier Non, vas-y, pour. Pour 17%. Ouais, en raison des règles européennes. Ok, grâce aux règles européennes. Pour j'ai déjà un chargeur, presque 27%. Non, ça ne me laisse pas le choix, c'est 35%. Et non, chargeur trop cher, 21%. Ouais, donc la majorité est plutôt hostile à cette évolution. Mais c'est logique. Olivier, c'est presque du 50-50. Hein. Non, mais sauf que la majorité, c'est plus que 50. Je suis désolé, Stéphane. Non, oui, c'est comme ça que ça marche. Il y a 56% d'un côté et 44% de l'autre. Enfin, la majorité considère que c'était une perte. Non, ce qui est intéressant, c'est que Apple applique un règlement qui n'impose en rien la suppression la législation européenne n'interdit pas de mettre un chargeur dans la boîte. Il faut laisser le choix au consommateur. C'est-à-dire que tu peux acheter un Mac... Mais il laisse le choix. Non, je termine. Tu achètes le Mac sans la boîte, sans l'alimentation électrique, au prix que tu veux, et tu l'achètes avec l'alimentation électrique, avec la réduction de 100 euros aussi, comme c'est le cas aux États-Unis. Mais passons. Les petites réactions sur Twitter, pour aller dans votre sens, de Steven Klimovic. Klimovic nous dit... On commence tous à avoir de multiples chargeurs USB. On voit qu'Apple a fait un effort sur le prix. Certainement, donc ça c'est sûr, car il n'y a pas de chargeur. Si vraiment on a besoin, on peut aller voir Ugreen ou Anker, qui ont de très très belles propositions. Et moi j'en teste une encore mieux. Là. Vraiment, la taille, c'est... je vous l'amènerai dans quelques jours. Ouais, enfin, je suis pas sûr que ça soit une vraie économie, encore une fois, parce que dans les pays où il y a encore le chargeur, les prix baissent également. Donc, c'est ça qui me dérange un petit peu. Mais bon, allez, ça va. Non, ce qu'il aurait fallu, c'est qu'il baisse de 150, tu vois, en Europe. Et voilà, et là, on n'aurait pas discuté.
Bref, voilà ce qu'on pouvait vous dire pour cette première émission autour du MacBook Pro M5. On y reviendra pour le test complet avec Tu as vu Didier. les boîtes ou pas? Pardon? Tu as vu les boîtes ou pas? Non, je n'ai pas vu les Les boîtes. boîtes sont exceptionnelles. Mais ça me fait plaisir. T'as vu, toi? Eh oui, du coup, c'est plus fin que. Hyper c'est- compact. Mais ouais. Oui, c'est comme l'iPad, c'est forcément. Je vous propose qu'on passe au busomètre, les amis. Le busomètre, ce sont les actus rumeurs qui ont le plus buzzé du côté d'Apple et du site Mac Forever. Et en l'absence de Didier cette semaine pour les vacances, c'est l'ami Laurent qui s'y colle. Exceptionnel, Alors, on Laurent. commence par une news qui devrait, au moins, me rend ravi, mais toi, elle va te rendre encore plus ravi que moi. Ah bah pour une fois. Il se pourrait qu'Apple arrive enfin avec un Mac tactile. Hosanna. Ouais. Donc, il y a donc perte de l'encoche, suppression de l'encoche, super écran potentiellement OLED et surtout écran tactile. Moi, je jubile à l'idée. Alors, tout le monde me prenait pour un fou en disant mais ça va salir les écrans d'avoir Ça un salit les écrans. Oui, bon, mais c'est quand même assez pratique. T'arrêteras de manger ton sandwich avant. Voilà, c'est clair. Non, mais ce que je veux dire, c'est aujourd'hui, l'écran devrait être tactile. Tu as envie de monter vite fait, tu bouges avec le doigt, tu as l'habitude avec ton Je iPad. suis plus chez le chinois, toi. Ça va pas. Je peux finir ou pas le Non, busomètre? excuse-nous, on discute Non, tous mais les j'ai deux. compris. Non, on peut intervenir quand même dans Non, cette émission. one meeting, please. Et donc du coup, non, mais ça veut dire que ça laisse le choix aux gens. Il y a plein de gens qui ne l'utiliseront pas. Et puis c'est tout. Encore une fois, dans mon entourage, j'ai quelqu'un qui a un écran tactile et je vois la personne passer son temps sur des grands écrans. Moi, j'ai envie d'avoir la réaction de l'exceptionnel Christophe Degrave. Ça nécessitera une mise à jour de l'interface, on peut penser, de macOS, comme il y a eu une mise à jour importante d'iPadOS, on en parlera tout à l'heure pour l'iPad Pro. Alors, ça tombe bien, vu que la dernière version de macOS ressemble furieusement à la nouvelle version d'iPadOS, n'est-ce Ouais, pas? mais en termes de menu, ça reste encore petit pour faire du tactile. Donc je Oui, pense au niveau des... qu'il faudrait un niveau mode de- hybride, comme il y a un mode souris-clavier maintenant sur iPadOS. Exactement, bah oui, ils vont sans doute faire en sorte que tes menus soient un petit peu plus accessibles, que tes menus contextuels, enfin que tout soit contextualisé peut-être en fait, et que tu vois apparaître des menus qui soient raisonnablement grands pour ton doigt. Donc, C'est gros donc doigts, voilà, s'il te mais plaît. C'est gros doigts. Moi, je j'ai ne- des je doigts ne très participe fins. pas à Je cette, n'ai pas des doigts je ne saucisses comme participe Laurent pas à cette Montagnat. lapidation. Ok. Je ne participe pas à cette lapidation publique. J'espère que tu apprécieras, Olivier. Oui, heureusement que tu es là pour me défendre, parce que face à ce Laurent Montagnat, c'est dur parfois, croyez-moi. Voilà. Mais non, mais c'est une excellente chose en fait. Voir un nouveau form factor avec éventuellement un nouvel écran tactile sur un Mac, moi ça m'emplit de joie quoi. Après, je me demande vraiment comment ils vont faire disparaître cette petite encoche. Ça c'est le truc en fait bien sympa que. Ils vont peut-être innover, qui sait ça. Voilà. On verra. Ouais. Et tu n'as pas donné l'info la plus importante, mon cher. Quand ça arrive? Bientôt. En 2026, 2027 Ah ouais, donc c'est dans un an. 2026, voire 2027. Comme le pliable, Allez, on parle de Siri. comme Siri 2.0. Ah non, là je me suis trompé. Là. Ah non, Siri. Qu'est-ce qui se passe alors, Siri? Siri arrive. Siri arrive. Arrive, mais Siri arrive. mais Siri arrive un jour. les ingénieurs d'Apple et de Cupertino sont inquiets. C'est ce qui Ouais, transpirait d'après la dernière news de Mark Gurman, c'est Ouais, ça? Siri arrive. Mais On ne sait pas quand. On ne sait pas quand, mais c'est pas ça encore. Quoi, je dirais, c'est rendez-vous à 14h. Mais je dis pas ni le jour, ni la semaine, ni le mois, ni l'année. Donc il ne fait pas l'unanimité au sein même d'Apple, c'est ça? Non, il y a encore, apparemment, c'est pas à la hauteur de ce qu'ils aimeraient faire. Je pense qu'en fait, ils sont en train d'essayer de sortir le super produit, tu vois, et qui est impossible à sortir, quoi. Tu vois, personne l'a sorti. D'ailleurs, tu n'entends plus Amazon brailler sur Alexa, tu n'entends plus Google brailler pas, sur. Amazon. Non, mais plus personne ne parle de ses assistants, quoi. Donc, je pense qu'Apple veut arriver en disant, mais non, finalement, on a mis du temps, mais on y a réussi. Et je pense qu'ils galèrent bien. Ok, ça promet. Et donc, ouais. on- Juste pour revenir sur Siri 2.0, donc le truc qui est important en fait, c'est que Siri serait capable de contextualiser, de comprendre le contexte de l'utilisateur. Donc vous vous souvenez de cette fameuse démo avec les billets d'avion, Ouais. avec maman est là à tel endroit, etc., etc. Donc ça c'est l'objectif de Siri 2.0. Et effectivement, c'est ça qui fait peur. En fait, l'itération actuelle, en fait, ne serait pas à la hauteur par rapport à cette compréhension du contexte de l'utilisateur. Qui pose Je me demande problème, hein, vraiment parce que où la tout ça va démo- atterrir. qui pose problème parce que la démo est censée être une vraie démo et non pas du tout quelque chose qui a été inventé. Mais passons. On parle des puces M5 Pro et des puces M5 Max, En fait, c'est intéressant parce que le M5 est sorti. Et donc, habituellement, quand. dont on a parlé il y a un instant. Oui, habituellement, quand ça sort, on sait que dans la foulée, dans la ligne de mire, il y a les modèles un peu plus Quelques semaines après. un peu plus robustes, un peu plus
costaud. Et là, on a une petite info qui nous dirait que ça attendrait. Et c'est intéressant, pourquoi attendre? Parce qu'a priori, ils sont en train de plancher sur une nouvelle architecture de puces. Et ça pourrait être révolutionnaire parce que le problème de ces puces, c'est qu'elles commencent à grossir, à grandir en termes de superficie sur ce qu'on appelle le die. Et c'est intéressant parce qu'ils seraient peut-être en train d'inventer encore quelque chose de nouveau. Notamment l'ultra. Qui est exactement. Et donc, ça pourrait potentiellement... donc, on serait sur du 3 nano, et toujours, mais on aurait peut-être quelque chose de très, très innovant. En termes d'architecture. Ouais, ça pourrait maintenir Apple dans une certaine avance, sachant qu'aujourd'hui, tu vois, on a vu que beaucoup de machines Apple, tu vois, la dernière sortie tout le monde parle de Nvidia, mais l'ordinateur Nvidia sorti pour venir un peu concurrencer les Mac est pas terrible, tu vois, en termes de performance. Apple reste très largement devant, quoi. Donc, ils maintiendraient leur avance. Après le Mac, on revient aux iPhones. Alors, oui, est-ce que vous avez vu autour de vous les iPhones de vos potes? Moi, j'ai plein de potes. Pierre-Alexis, tu m'entends, je regardais son iPhone tout neuf. Et en fait, on se rend compte que il y a plein d'iPhones qui sont abîmés. On en avait parlé dans les précédentes. Oui, ils se rayent, mais ils se rayent beaucoup. Mais là, on a découvert quelque chose de nouveau, c'est que sur le modèle orange, en plus des rayures, c'est-à-dire de la perte de l'anodisé, on a des décolorations. Et c'est vrai qu'on en a certains, ils se décolorent. Alors, ça ressemblerait presque à un rosacé, quoi. Tu vois ce que je veux dire? On a l'impression de voir un rouget. Tu vois, un rouget quand il sort de la mer. Tu vois, il a ce orange rosacé sur la peau, là. Tu veux dire saumon, si ça marche? Non, ça marche pas avec le saumon. C'est vraiment le bleu, ça va? Le bleu, ça va. Par contre, si tu as ça se décolore, si tu lui mets un coup, c'est mort, il devient blanc de suite. Non, enfin moi sur le mien, après, non, ça reste rien à signaler. Ça reste un super téléphone. Tu as reçu le tien enfin, Christophe? Oui, oui. Oui, j'ai reçu le mien. Il est vraiment très, 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 très sympa. La décoloration, a priori, elle interviendrait surtout avec des transpirations qui sont un peu plus acides. Donc, ça dépend de ton régime alimentaire, ça dépend forcément de la façon dont tu es constitué. Tu ranges ton iPhone, exactement. Enfin, voilà. moi, je vous raconte une anecdote. Non, non, pourquoi? Non, je vais prendre sa défense, même si tout à l'heure, il n'a pas pris la mienne. Mais moi, je connaissais quelqu'un, et d'ailleurs Stéphane le connaît aussi, qui avait une transpiration très acide, mais vraiment, vraiment acide. Il brûlait les chemises. Oui. Et son Mac donc, était troué. C'est-à-dire qu'en fait, il avait... Décoloré, mais troué. C'est-à-dire son Mac était... Alors, il y avait Marseille, maintenant il y a Bastia. Vous voyez, Je te jure sur la tête de mes enfants. Je te jure sur la tête de mes enfants. Laurent a raison. J'ai le même à la maison. J'ai le même au bureau, en fait, qui s'appelle Olivier, il se reconnaîtra. Et lui, en fait, il broie avec juste sa transpiration, il broie les volants des voitures de société en fait qu'il utilise, y compris en fait le pommeau de vitesse. On doit régulièrement le changer. D'accord. Donc, on va leur acheter des buvards. Non mais je te jure, c'était toi tu pouvais pas toucher, si tu mettais la main ça te piquait. C'était vraiment des cratères, c'était très impressionnant. Allez, on parle de F1. Écoute, je ne sais pas ce que c'est la F1. Non, c'est une super nouvelle. On l'attendait, on savait. On avait vu Tim Cook l'an dernier au Grand Prix, donc ce qu'on appelle le quota, donc il y a un an, jour pour jour, qui avait mollement brassé le drapeau à l'arrivée. Mais bon, on savait que s'il y avait, c'est habituellement quelqu'un plutôt du spectacle, si c'était Tim Cook qui le faisait, alors que c'est pas quelqu'un qui aime se mettre en avant, il y avait quelque chose derrière. Et donc, ont été annoncés hier, au moment où on tourne, c'est-à-dire que la Formule 1 sera diffusée aux États-Unis pendant 5 ans par Apple, donc inclus dans l'offre Apple TV. Et on aura donc toute la F1, c'est-à-dire les essais libres, les qualifications, les sprints et les courses disponibles sur Apple. Sincèrement, quand on voit le succès du film F1 avec Brad Pitt, produit par Apple, et qu'on voit tout ce qu'ils ont fait autour, c'est une bonne nouvelle. Ils ont aussi annoncé, quand on lit le communiqué, c'est très intéressant, parce qu'ils annoncent aussi qu'ils vont mettre de la F1 partout. Donc, c'est-à-dire que dès après, ils vont le mettre dans Apple News, ils vont le mettre... Déjà, pour info, je ne sais pas si c'est que moi, parce que moi, j'ai un compte Apple américain, mais sur mon iPhone, pendant les Grands Prix, j'ai le classement en haut de l'écran. Je ne sais pas si tu as la même chose. Non, moi, j'ai le classement en haut de l'écran. Donc, j'ai les 3 pilotes. Tu sais, dans comment s'appelle cette bulle la Dynamic Island. Non, Live Notification. Oui.
qui reste en haut. Ah, donc, d'accord. Ok. Donc sans que je fasse rien. Voilà. Donc je suis très content. Si vous voulez en savoir plus à propos Allez voir ORLF1. Voilà, si vous voulez en savoir plus à propos de la F1 et du partenariat entre la F1 et Apple et les retombées, est-ce que ça va arriver en Europe ou pas? Est-ce que c'est réservé aux États-Unis? Le montant, c'est important et sur quoi ça peut déboucher? N'hésitez pas à aller voir notre seconde émission qu'on produit chaque semaine, ça s'appelle On refait la F1 et c'est sur sa chaîne dédiée sur YouTube. Merci Laurent pour ce busomètre. On te retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau busomètre. Un mot rapide pour remercier notre sponsor NordVPN. C'est le VPN le plus sûr et le plus rapide, compatible avec tout l'écosystème Apple, Mac, iPhone, iPad, Vision Pro et même Apple TV. Bien sûr, jusqu'à 10 appareils peut être connectés en simultané. Eh bien, ça vous permet d'accéder à des contenus partout dans le monde. Par exemple, vos chaînes françaises quand vous voyagez, ou encore Netflix, ou encore Disney+, en version US, avec en ce moment, par exemple, des contenus qui ne sont pas disponibles en France, comme le film, par exemple, Thunderbolts, et même par YouTube, sans pub, via une IP étrangère. Mais NordVPN, c'est aussi un vrai pack de cybersécurité, un blocage des pubs, des sites dangereux et protection de vos données. Et bonne nouvelle, grâce à ORLM, vous avez 4 mois offerts sur l'abonnement de 2 ans pour un budget à partir de 2,98 € par mois. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Merci à NordVPN de soutenir ORLM. Voilà, retour en plateau et on va s'intéresser à la deuxième grande annonce d'Apple autour de la puce M5, à savoir le nouvel iPad Pro. Autre nouveauté, Laurent, tu l'utilises depuis maintenant 1 an, l'iPad Pro M4. Donc tu es bien placé pour savoir les différences avec la version M5. C'est le nouvel iPad Pro et les nouveautés sont cachées sous le capot. Et d'ailleurs, une petite question de Mano sur Twitter. Il nous demande, avec l'iPad Pro M5, Apple signe une tablette 100% maison, du processeur au modem. C'est pour moi la vraie nouveauté. La puce N1, donc Wi-Fi 7, la C1X, son premier modem interne. Avec l'iPhone Air, c'est le deuxième appareil Apple 100% connecté en interne. Pouvons-nous envisager à terme un MacBook qui soit cellulaire? Ouais, c'est pas encore dans les tuyaux, mais on le souhaite depuis des années. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Tu sais pourquoi ils le font pas? Parce qu'en fait, ils veulent jouer la carte de l'écosystème. Ils veulent qu'en fait ton Mac se connecte de façon totalement transparente avec ton iPhone. C'est ça le but. Mais c'est tellement pratique. La preuve, c'est que sur l'iPad, moi, à chaque fois, j'ai une puce, mais tu te poses plus la question, quoi. Il est tout le temps connecté, tu le prends, tu te poses. C'est où que tu sois, c'est fantastique, quoi. C'est intéressant ce que dit Mano Christophe, au-delà de la puce M5, qui est la même que celle qui est embarquée dans le MacBook Pro, avec les mêmes promesses, 3,5 fois plus rapide sur l'IA par rapport au M4, 5,6 fois plus rapide par rapport à une puce M1. Donc voilà, c'est vraiment l'arrivée de ces puces qu'on a vu arriver dans l'iPhone Air pour la puce N1 et C1X, qui gère à la fois d'un côté le Wi-Fi 7, précisons-le, parce que c'était du Wi-Fi 6E, je crois, sur l'iPad Pro M4, et le modem C1X qui gère la 5G. Ouais, c'est ça. Oui, effectivement, enfin, comme le disait Mano, tu vois, c'est clairement à nouveau en fait cette intégration verticale dont je parle à presque toutes les émissions, mais donc du logiciel bien connu sur du matériel bien connu, et là Apple va vraiment jusqu'au bout de son concept, et ça j'adore en fait. Je suis pas un grand utilisateur d'iPad, mais là franchement c'est quand même super cool de voir des machines qui sont vraiment faites de A à Z par les cerveaux de Apple et leurs partenaires bien évidemment, et puis moi franchement, je sais pas pour vous, mais je vois bien un jour un petit MacBook Air en fait avec effectivement de la 5G, ça pourrait vraiment faire le taf, parce que aujourd'hui utiliser son smartphone c'est bien, mais malgré tout le partage de connexion ça consomme de la batterie, c'est une communication sans fil entre deux appareils, et puis après encore une communication hertzienne, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc ouais, franchement ces deux puces N1 et C1X, j'ai drôlement envie de les voir en action sur le nouvel iPad M5. Après, pour la partie M5, juste pour faire un tunnel encore un petit peu plus long, Olivier, pour la puce M5 qui se trouve dans cet iPad Pro, on peut quand même se demander en fait à quoi toute cette puissance va servir dans un iPad, parce que c'est vrai que quand tu vois les discussions à droite et à gauche, les échanges à droite et à gauche sur les différents réseaux sociaux,
bah, globalement, en fait, les personnes qui doivent faire du montage, utiliser, je sais pas moi, par exemple, en fait, de l'intelligence artificielle, monter un réseau de neurones, faire ce genre de choses, un LLM, etc., vont plutôt aller directement sur un Mac, en fait, et pas forcément à partir d'un iPad. Donc voilà. Il y a sans doute une question générationnelle, évidemment. Mais malgré tout, tu peux te demander, en termes de positionnement, tu peux te demander pourquoi le M4, c'était quand même déjà très très bien, tu vois. Ouais, en fait, c'est juste incrémental. Il y a encore le créneau des jeux vidéo, mais on reviendra ensemble sur ce créneau-là quand on aura la possibilité d'avoir testé encore une fois. Au niveau du design de l'écran, rien ne change. C'était la principale évolution l'année dernière. Souvenez-vous de la publicité, on la voit à l'écran, de cet iPad aplati qui a vite quitté YouTube et le site d'Apple puisqu'il avait été décrié, cette publicité. C'est vraiment un game changer, cette finesse de l'iPad par rapport à ce que tu as pu connaître sur les générations précédentes. Ouais, moi, j'ai beaucoup aimé quand je l'ai eu en main. Oui, c'est très agréable en fait. Il y a une machine qui est vraiment plate, tu vois, l'iPad, c'est une petite brique quand même. Ouais, c'est lourd. En fait, c'est lourd. Donc en fait, le fait qu'il soit assez fin le rend pas plus léger, mais le rend, tu vois, tu le tiens à la main d'une manière beaucoup plus agréable. Et du coup, tu vois, 5,1 mm d'épaisseur pour le 13 et 5,3 pour le 11. Donc que ce soit, on a toujours les couleurs, donc argent ou noir sidéral. Ma recommandation est de le prendre en argent pour pas qu'il soit abîmé. Surtout c'est bon. Ça me fait du mal de dire ça parce que je trouve que les couleurs que propose Apple sont très très belles. Mais le problème, c'est la manière dont tu peux pas colorer de l'aluminium. Tu es obligé de l'anodiser. Donc c'est une couche fine qui se colle dessus. Et c'est dommage. Donc que ce soit les deux versions sont en OLED. L'autre chose, c'est ça qui m'avait. Et version nano texturée en option pour si on le veut sur les. Alors nano texturé, pardon, c'est pour éviter les reflets, mais vraiment ce qui était vraiment le tournant l'année dernière, plus que la puce M4 qui est arrivée sur l'iPad Pro, c'est l'écran OLED. Et c'est vraiment des noirs 100% profonds, Christophe. C'était teint. Très lumineux. C'est vraiment aujourd'hui, moi qui utilise un iPad Air. Et quand je suis revenu déjà entre un iPad Air et un iPad Pro ancienne génération avec du 1000 LED, il y avait une vraie différence. Mais là, avec l'écran LED, on regarde une série où il y a la nuit ou une vue de l'espace, par exemple, c'est gris, c'est pas noir. Tout à fait. Non, c'est génial. C'est vrai que les usages d'un iPad, d'une tablette en règle générale, poussent vraiment à consommer du contenu multimédia. C'est vraiment là où la tablette est le plus à l'aise. Et effectivement, tu as ces contrastes incroyables, en fait, un petit peu comme tu as sur du laser ultra dans une salle de cinéma. Tu as vraiment des blancs, des noirs, en fait, très très profonds, un contraste vraiment impeccable. Et puis, tu vois, tu as plus cet effet, en fait, d'ombre autour dans les zones un petit peu trop noires, etc. Donc franchement, c'est top en fait cet écran et il a toute sa place sur une tablette comme l'iPad. Et donc, bonne surprise également, on vous l'a dit, Apple baisse les prix, c'est tout azimut, et pas seulement que sur les nouveaux produits, aussi sur les anciens produits. L'iPad Pro M11 voit son prix commence à 1119 € pour la version Wi-Fi, 1369 € pour la version cellulaire, donc baisse de 100 €. Et l'iPad Pro 13 pouces commence à 1469 €, 1719 si vous voulez la version cellulaire. Moi, je dirais, Stéphane, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, que la principale avancée cette année pour iPad Pro, c'est pas tellement ce qu'il y a sous le capot, c'est l'arrivée, on en parlait tout à l'heure, de l'iPadOS 26. Et moi, je me suis amusé tout l'été à utiliser mon iPad Air et à remplacer mon Mac. Et enfin, je peux travailler avec un Mac avec le multifenêtrage. En fait, le truc, c'est on a installé iOS 26, iPadOS 26, pardon, sur nos iPads. Et même ceux qui avaient 6-7 ans ont repris un coup de jeune. Et on a repris du plaisir à réutiliser l'iPad, ce qui a été mon cas. Et c'est vrai que moi, j'ai été un peu encore plus triste. C'est que moi, le mien, dès le début, il s'était un peu abîmé. Et là, la vitre s'est encore plus abîmée. Parce que, bon, Apple m'a demandé, je sais plus, 500, au début 500, mais après 700 balles pour la vitre. Pour la vitre, voilà. Donc, c'est un peu difficile de travailler un peu avec, même si j'ai mon clavier. Mais en fait, grâce à iPadOS 26, tous nos iPads ont repris un coup de jeune. Mais tu retrouves vraiment tes réflexes tu avais sur Mac ? Exactement. C'est ça qui est magnifique. Et en fait, on a vraiment un pas de plus vers l'unification et vers la transparence des usages. Je ne vois pas... Avant, il n'y avait que quelques applications qui pouvaient éventuellement nous permettre, comme Netflix, on commençait à regarder une série sur son ordi, on pouvait continuer sur son téléphone et finir sur l'iPad. À la seconde où ça, on s'est arrêté, on pouvait continuer. Il y avait une continuité d'usage.
Et donc, c'est ça qui était intéressant. Là, je ne compte plus les applis où je passe de l'un à l'autre. Je ne sais plus par quoi j'ai commencé. Et ça, l'écosystème d'Apple est unique et restera unique pour quelques temps, parce que les autres, pour qu'ils arrivent à ce niveau-là, ils vont avoir du mal. Mais c'est vrai qu'on a... voilà, bon, je ne dis pas que... De toute façon, Google ne cherche pas à être vraiment concurrent. Samsung essaye, mais c'est un peu difficile avec Windows. Et voilà. Et donc, je pense qu'on a de ce côté-là, c'est aussi ça qui nous tient et qui me tient encore dans la maison. Voilà, si vous n'avez pas encore utilisé et installé iPadOS 26, je vous encourage vraiment à le faire sur votre iPad s'il est compatible, bien sûr, car vraiment, vous allez retrouver un environnement qui vous permet de travailler avec un clavier, un trackpad ou une souris. Et je me suis vraiment agréablement surpris de pouvoir vraiment retrouver tous mes vieux réflexes de vieux macophiles des années 80. D'ailleurs, ça nous a poussé à poser un deuxième sondage et une deuxième question à nos internautes. iPadOS 26, on est sur le sujet. Seriez-vous prêt à investir dans un iPad Pro M5 en lieu et place d'un Mac? Avec l'arrivée d'iPadOS. Oui, tout à fait. Alors, on a eu 86% de gens qui ont dit non, je reste sur le Mac, et 14% qui ont dit oui, absolument. Christophe, on ne t'a pas entendu sur le sujet. Qu'est-ce que tu en penses? On voit bien qu'Apple y va. Cette année, c'est peut-être la première année vraiment où on dispose des outils, notamment de ce multifenêtrage, de ces petits boutons au sommet à gauche de l'écran pour pouvoir fermer, agrandir ses fenêtres. On voit vraiment qu'Apple y va et c'est vraiment un pas décisif cette année. Mais c'est vrai que les gens restent sceptiques. Moi, j'étais agréablement surpris, franchement. Mais disons qu'en fait, ils ont posé 2 couches, tu vois, dans la pyramide, pour moi, qui est nécessaire à un changement véritable pour l'iPad, à savoir que la première couche, c'est au niveau du matériel, donc ça, on en a parlé, avec un matériel de plus en plus évolué et puis de la puissance embarquée, en veux-tu, en voilà. Et puis, autre chose encore, en fait, juste au-dessus, tu as le système d'exploitation avec la gestion des fenêtres, etc. Donc ça, c'est vrai qu'en fait, il y a eu des grosses améliorations. Maintenant, ce qui nous manque, c'est les applications de type macOS, évidemment, un petit peu comme quand tu prends Final Cut en fait avec l'ensemble de ses plugins, quand tu prends un environnement de développement comme Unity et autres, en fait, vraiment, c'est ça qui nous manque, en fait, c'est juste l'environnement des applications. Et à partir de ce moment-là, ben, du coup, c'est un nouveau vent de fraîcheur en fait, qui souffle sur les iPads et qui nous permettent effectivement de pouvoir les brancher sur des écrans externes et puis finalement en fait, de pouvoir les utiliser de manière embarquée et comme on veut, où on veut. Donc ouais, moi je suis assez persuadé de l'évolution des iPads, mais le problème en fait, c'est qu'il manque encore, tu vois, les 15-20 derniers pourcents qui font que tu restes sur le Mac, quoi qu'il arrive en fait à la fin, si tu as des usages un peu particuliers malgré tout, comme le montage, comme plein d'autres, comme du développement, etc. quoi. Laurent? Ouais, mais tu vois, ce week-end, j'avais ma nièce à la maison, ma nièce Sérène, qui est étudiante à Bruxelles une fois, et elle est sur un iPad. Okay, c'est sa machine. C'est son terminal de travail, tu vois. Et je l'ai regardé faire. Elle arrive, elle ouvre. Elle a pas pris un clavier Apple parce qu'il était trop cher, mais elle a pris un clavier. Je lui avais recommandé de prendre un clavier Logitech, qui est hyper bien. Tu vois, elle ouvre son iPad, elle regarde ses séries, elle ouvre son iPad, elle a ses cours, elle a ses notes, elle a tous ces trucs. Et je l'ai regardé faire et je me suis dit, ouais, en fait, pour elle, c'est sa machine, quoi. Donc nous, on dit oui, on est plus rapide à taper sur un clavier, sur un ordi, tout ça. Mais elle, comme c'est sa machine de base, elle a trouvé son optimum avec ça. Donc il y a des générations entières qui sont très très contents d'utiliser l'iPad au jour le jour. Une réaction sur X d'une ancienne génération, je pense. Tout à fait. Donc on a Klimovic qui dit maintenant, travailler sans clavier souris sur un petit écran, ça reste moins efficace qu'un vrai ordi multi-écran. De plus, on est beaucoup trop restreint sur l'iPad. C'est pour ça que la consultation... Tu vois, c'est pour la consultation. Ouais, et un travail léger. Tu vois, lui, il est directeur. Et TI, quoi TI, ça veut dire quoi? Service informatique, quelque chose comme ça? IT, peut-être, il voulait dire. IT, ouais. Et je me suis acharné 10 ans avec iPad, ça ne marche pas. Ouais, la différence, Steven, c'est que vraiment iPadOS 26 change la donne et véritablement, maintenant, c'est un mini-Mac. Alors, c'est vrai que la gestion des écrans, c'était pendant longtemps aussi le défaut des iPads. Hein. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises, Laurent ou Stéphane ou Christophe. Mais maintenant, vous branchez en USB-C à n'importe quel moniteur, il s'affiche à l'écran, il n'y a aucun souci. Et il ne fait pas que de la réplication d'écran, c'est un écran étendu. C'est ça, c'est dans la bonne résolution de l'écran, comme tu le disais, Olivier. Désolé, je t'ai coupé. Oui, non, c'est pas grave. Donc, moi, je pense que les choses commencent à
à aller dans le bon sens pour vraiment, vraiment travailler avec l'iPad. Tu l'as dit, c'est générationnel. Hein, nos enfants ne jurent que par le tactile, par des applications en plein écran, ce qui n'est pas mon cas. Mais là, j'ai vraiment pris du plaisir tout cet été à utiliser mon petit iPad Air. Ce qui est un peu exotique peut-être, c'est vrai, c'est travailler sur un petit écran comme un iPad Air 11 pouces. Et puis, ce qui est exotique aussi, c'est un écran 4 tiers, ce n'est pas un écran 16 neuvième ou 16 dixième comme les écrans des Mac. Et c'est vrai que ça, en termes d'espace de travail, ça joue un petit peu. Peut-être qu'Apple va se mettre à faire des iPads avec des écrans élargis. Autre réaction sur Twitter de notre ami Virtualisation, Laurent. Perso, j'aimerais bien savoir ce qu'il est possible de faire avec un ancien iPad Pro. Le jailbreaker pour le iPad Pro M5, possible de lui mettre un macOS. Question, hein. Quel est le meilleur clavier, support, stylet, cover, autre accessoire pour l'iPad Pro M5? Pas que ceux d'Apple. À la dernière question, tu as répondu. Il suffit d'aller voir du côté de Logitech qui sont bien moins chers et qui sont souvent même... bien moins lourds même. Bien moins lourds et souvent même vendus par Apple. Donc voilà, c'est de belles alternatives. Qu'est-ce qu'on peut faire d'un vieil iPad Pro? Tout dépend de la génération. Je vais répondre. Sur le clavier, un externe, c'est bien. En plus, il y en a qui protègent plus tu vois, y compris le bord. Tout dépend si on veut un clavier intégré dans la coque ou si on veut un clavier externe comme un Mac. Exactement. Il y en a qui disent je veux un clavier externe. Moi, j'ai vu des gens se balader avec un clavier de Mac. Keyboard, ouais. Et parce qu'il me dit je suis habitué à taper là-dessus et je suis rapide. Voilà celui-là, exactement celui que Christophe nous montre là à l'écran. Il est parfait. Donc voilà. Il est parfait. En support, ça dépend parce que beaucoup de claviers font aussi support. En revanche, celui d'Apple est bizarre. Hein. Il est bizarre. Il est bizarre. Il est surtout il est lourd il est lourd. Il a 3 défauts pour moi. Il est lourd. Il a un format qui est un peu bizarre. Il te met dans une posture, tu peux pas le mettre sur les jambes par exemple parce que tu vois, il s'adapte pas sur les genoux. Et il est un peu consommateur. C'est-à-dire que moi, j'ai fait l'essai, en fait, on n'en parle jamais, mais quand tu laisses l'iPad, si tu juste, ne serait-ce que déconnecter le clavier... Il prend de l'énergie. Ouais, il pompe de l'énergie, tu vois, y compris à l'arrêt. Donc, il est assez consommateur. Il paraît qu'il y en a d'autres qui ne le sont pas. Sauf que souvent, les autres... souvent, il y en a qui se chargent séparément. Donc, c'est-à-dire que tu portes une batterie en plus. Donc, voilà. Le clavier, je le trouve magnifique parce que le design est magnifié. Ça met en termes d'ergonomie, quand vous avez sur le clavier d'Apple, hein, ça le met en évidence, en hauteur. Il a l'impression qu'il évite avec son aimant et son système pour vraiment coller l'iPad. Mais c'est vrai que pour pouvoir faire un contrepoids, il est presque aussi lourd, voire plus lourd que l'iPad. Ah ouais, quand tu prends l'iPad avec essence, et du coup, votre iPad pèse plus qu'un MacBook Air. Donc c'est juste pas je voudrais juste ajouter un point sur le stylet. Pour moi, il n'y a pas photo. Il faut prendre le stylet. Par contre, il faut prendre le stylet Apple. Oui, il faut pas parce qu'en fait, le stylet Apple, il a vraiment toute la reconnaissance, il a toute la technologie, il a tout ce qui est fait par Apple pour que ça fonctionne. Et moi, perso, j'en ai testé 3 ou 4. Il n'y en a aucun qui était à la hauteur de celui d'Apple. Stéphane, Christophe, tu as recyclé pas mal d'iPad à la maison pour des usages assez différents. Je me souviens quand tu nous avais visité pour l'émission Maison Connectée notamment. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec des vieux iPads concrètement? On ne pourra peut-être pas tous installer iPadOS 26, mais pourquoi faire? Non, mais en fait, moi je l'utilise effectivement pour maison. Donc l'application Home en anglais, qui te permet finalement, en fait, malgré tout, de continuer à faire vivre un iPad. Et puis, c'est assez classe, en fait, quand c'est sur un mur. Et c'est surtout très pratique, en fait, parce que du coup, tu n'es pas obligé de tout le temps te balader avec ton smartphone. Et si tu as laissé ton smartphone dans le salon et que tu es dans la cuisine, tu n'es pas non plus obligé de parler à Siri, par exemple. Et tu peux juste aller toucher, en fait, l'iPad ou aller voir tout simplement une caméra qui se serait déclenchée. Donc, tu as déjà cet usage-là. Et puis, le second usage, en fait, pour lesquels moi je recycle pas mal d'iPad, c'est tout simplement en lecteur musical, tu vois. Tu as des Sonos à la maison ou bien des HomePod directement branchés sur un iPad qui n'est pas forcément dans la dernière version, et malgré tout il fait son job, en fait. AirPlay, il t'ouvre, voilà, c'est ça, tu fais du AirPlay et fait une super télécommande. Et tu vas pouvoir... C'est une super télécommande, c'est un super lecteur, et ça continue à faire vivre tout simplement une tablette pour tu vois, c'était un peu la réponse à c'est un produit qui vieillisse bien. Oui, c'est ce que j'allais dire justement. En général. Hein. Oui. Ouais. Stéphane. Sauf chez Stéphane, visiblement. Non, parce que je l'ai fait tomber. Il est maladroit. Non. Pour la première fois de tous les appareils d'Apple que j'ai pu avoir, voilà, j'en ai eu des dizaines. C'est la première fois que voilà. Non. Ton smartphone a été cassé aussi. Hein. Oui, mais bon, ça c'était quelqu'un qui m'est rentré dedans. Mais là, c'est moi qui l'ai fait tomber. C'est rare que ce soit moi qui fasse la chose. Ouais, et puis vu le poids de l'iPad. Non, mais voilà. Donc en gros, là, c'était clair. Bon, là, mais il est allé récupérer chez la voisine du dessous parce qu'il est passé à travers le carrelage.
C'est ça, ouais. Moquez-vous les mecs. Non, ce qu'il y a, c'est qu'en gros, en effet, combien d'iPad 2 ont tenu des années et des années pour les enfants notamment. C'était Moi, dingue. j'en ai toujours un entier à la Bah maison. voilà, c'est ça ce que j'allais dire. Voilà, tu vois. Toujours, c'est les produits qui toujours vieillissent les enfants m'ont dit est-ce que tu veux bien le redémarrer parce qu'il y avait un jeu qu'on adorait qu'on ne trouve plus Ouais. et donc il a fallu que je retrouve la prise comment ça s'appelle Lightning. Non, Non. avant. Quoi, la prise dock? ouais la prise longue plate là, donc il a fallu que j'aille ouais. trouver dans les sachets Ouais. une Non, prise mais comme ça pour on a, recharger. on a une durée de vie quand même qui est grande. Alors bien sûr, tous les appareils ne peuvent pas avoir iPadOS 26, Ah bah non. malheureusement, mais c'est pas très grave. On a quand même quelques-uns. Mais sincèrement, je pense que le revival des iPads pour utiliser tout, c'est vraiment faites-le. Si vous avez la possibilité d'installer iOS 26, faites-le. Ouais, ça va lui donner un coup de jeune. C'est Ah terrible. ouais, c'est comme si vous avez un nouvel appareil. Hein. Alors pour faire plaisir c'est vraiment une commande pour Christophe Degrave parce que c'est son produit préféré. On va parler du Vision Pro. Le Vision Pro M5, c'est aussi la nouveauté dévoilée par Apple près de 20 mois après son lancement aux États-Unis. Une seconde version de l'Apple Vision Pro est enfin, Christophe, mise à jour. Tu l'attendais. Au niveau design, c'est à peu près la même chose, mais sous le capot, ça change. C'est carrément le même au niveau du design, comme tu le disais, Olivier. Sauf qu'ils ont prévu non plus, tu vois, cet élastique derrière la tête, mais un tout nouveau style de lanière, en fait, que tu vas avoir en partie à l'arrière de la tête et sur le dessus de la tête, et qui est d'ailleurs compatible avec ce modèle-ci. Donc, quelque part, en fait, ça veut dire que c'est pas plus mal d'un point de vue ergonomie, et puis surtout, ton ancien iPad Pro, Vision Pro, tu vas pouvoir le recycler, l'améliorer en fait comme tu le désires. Et puis surtout, de la puissance embarquée avec le M5. Et donc, un peu comme l'iPad, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors, tu le disais, donc une nouvelle lanière, ils tentent d'améliorer le confort via un nouveau bandeau tissé à sangle. Ça s'attendait peut-être à voir arriver une version allégée. Ça faisait des mois, voire des années qu'on attendait une version Air de l'Apple Vision Pro. Et il semble qu'Apple y ait renoncé, c'est ça? Non, le Vision Pro est allégé au niveau du prix. Oui, c'est une manière de voir les choses. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la puce? Qu'est-ce que permet aujourd'hui de faire en plus la greffe d'une puce M5 par rapport à la version M2, elle avait vraiment vieilli, qui est arrivée il y a près de 20 mois chez Apple? Mais bien entendu, en fait, avec le M5, tu as un tas d'usages, tu vois, autour de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle qui vont pouvoir apparaître. N'oublions pas en fait que ce pauvre processeur doit pouvoir calculer sans cesse des images en haute définition x2, parce qu'il y en a pour l'œil droit et pour l'œil gauche, et que en plus de ça, il doit interpréter toutes les images en fait des caméras en fait qui se trouvent sur l'extérieur du masque. Alors c'est pas tout à fait vrai ce que je dis parce qu'il y a des coprocesseurs embarqués qui l'aident à faire tout ça, mais malgré tout en fait il est assez sollicité. Et donc justement pour l'Apple Vision Pro, avoir un M5 à la place du M2, c'est plutôt bien vu Apple. D'autant plus en fait que c'est vrai qu'on va en reparler, mais au niveau du prix ça a légèrement diminué. Et puis aussi c'est peut-être, tu vois, le M5 qui a permis également cette économie en termes d'énergie. Et donc, en fait, quelque part, une autonomie, en fait, je pense que tu gagnes plus ou moins une demi-heure dans les usages. Ce qui n'est pas neutre cool, sur le Vision Pro. C'était moins de 2 heures, c'est ça? tu étais à 2h30, en fait, je pense, quelque chose comme ça, en fait, dans la lecture d'un film, par exemple. Et là, tu passes à 3 heures, d'après mes souvenirs. Et donc, ça veut dire, en fait, que quelque part, tu vas pouvoir terminer un film, en fait, dans toute sa longueur aujourd'hui. Donc, le M5 permet d'avoir une interface un peu plus fluide. On va en parler dans un instant, puisque c'est aussi une avancée de visionOS, dans la version 26. Un taux de rafraîchissement qui est amélioré à 120 Hz, c'est-à-dire que tu as un rendu un peu plus précis, c'est-à-dire qu'il y a plus de pixels que la version que tu as achetée il y a quelques mois maintenant. Alors, le truc, en fait, c'est que surtout, tu vas avoir un rafraîchissement qui est plus rapide. Donc, tu vas avoir cette impression sans cesse de fluidité améliorée. Et ça, c'est important pour les personnes comme moi qui, par exemple, en fait, tu vois, sont très sensibles très rapide, qui ont l'œil qui va très vite. Non, alors, j'aimerais le dire, mais c'est surtout sensible tout simplement à la réalité virtuelle et la réalité augmentée, alors que je travaille dans le secteur, c'est quand même un petit peu dommage. Mais quelque part, en fait, dès qu'il y a un manque d'images par seconde,
un nombre d'images par seconde qui n'est pas suffisant, je le ressens et je suis malade. Eh bien, en fait, ici, c'est vrai qu'en fait, tu auras droit à une fluidité améliorée grâce au M5, et ça, c'est quand même pas plus mal. Sans compter Apple Intelligence qui va arriver, peut-être en Siri 2.0, comme le disait 2.0, Laurent. ouais. Dans 20 ans. Voilà. Donc une IA embarquée avec peut-être des LLM embarqués en fait, qui feront plaisir à notre ami Stéphane. Alors, avant de dégainer vos critiques envers le Vision Pro, on finit de lister les avancées avec Stéphane, avec Christophe. Moi non. Alors, Apple a promis des nouvelles expériences immersives, ça veut dire quoi? Des nouvelles vidéos, c'est ça? Et puis surtout, ici commence à s'essayer, ça m'a assez surpris, il y a des vidéos sur le site, aux jeux vidéo en prenant en charge les fameuses manettes VR de la PlayStation 5, c'est ça? Tout à fait, oui. Donc ça, c'est vraiment Vision OS 26 qui apporte cette nouveauté et qui vont te permettre en fait de ce qu'on appelle pairer des manettes de la PlayStation 5 aujourd'hui et du PlayStation VR 2. Donc en fait, tu vois, c'est les manettes en fait qui sont utilisées justement pour la réalité virtuelle chez Sony, chez PlayStation, et ça va te permettre en fait tout simplement de prolonger ton expérience et d'avoir à nouveau un phénomène plus interactif qu'avant encore, bien que quelque part ça aille un tout petit peu contre, tu vois, cette thématique de Apple de se dire, bah, vous avez des mains, en fait, vous n'avez pas besoin d'autres contrôleurs. C'était la même chose en fait que ce que nous disait Steve Jobs en fait avec le stylet sur l'iPhone. Ben, c'était pareil, en fait, on utilise les mains, mais malgré tout, bah, ici, ils se rendent compatibles avec des accessoires d'autres marques, ce qui ne cesse de m'étonner. Je dois bien te l'avouer qu'on n'est toujours pas un gamepad qui soit de chez Apple et puis peut-être des contrôleurs de réalité virtuelle qui soient de chez Apple. Je ne comprends pas. Et tu l'as dit en préambule, prix en baisse de 300 €, il passe donc à quand même toujours 3 699. Ah, ça reste super cher, c'est super cher. 3 699 €, ce qui déclenche la première réaction de Sébastien Marcucci sur Twitter, sur X. Laurent. Bah, toutes les réponses sont valables. La mise à jour était la bienvenue, ça reste encore un produit qui n'est pas voué au grand public. Les lunettes Meta ont pris une sacrée avance dans le domaine des lunettes connectées. Alors Stéphane, qu'est-ce que tu penses de cette mise à jour qui est vraiment incrémentale, même si Christophe a évité la question à savoir où est passé le Vision Pro OS, il semble que la rumeur d'abandon du Vision Air se confirme et qu'Apple concentre ses efforts sur des lunettes façon Meta Display qui... je ne sais pas si tu les as essayées, les Ray-Ban Meta Display. J'ai eu la chance de les essayer la semaine dernière, puisqu'on avait dans cette émission Anne Fan du Journal du Geek, qui les utilise depuis maintenant une bonne quinzaine de jours. Et moi, j'étais très agréablement surpris par ce produit. Ouais, alors, si je peux dire ce que je pense. Toujours, mon chéri. En fait, je crois que là, pour le coup, alors il y a eu l'iPad 1 qui était l'iPhone, déjà le premier iPhone, il était en Edge. Bon, ok, on est passé à l'iPhone 3, c'était bien, et depuis, on l'a plus lâché. L'iPad, l'iPad 1, tout de suite a été remplacé par l'iPad 2. L'iPad 2 était vraiment beaucoup mieux. Voilà, très très bien. Il y a eu une super différence. Vous vous souvenez quand même qu'il y a eu une énorme différence entre le modèle 1 et le modèle 2. Plus que la taille et la finesse. Ouais. Pour l'Apple Watch, il y a eu une alpha et une bêta avant d'avoir quelque chose de bien. Il faut attendre la série 3 pour vraiment avoir une voilà, exactement. Là, je crois qu'il faut inventer des lettres dans l'alphabet grec avant alpha. Avant alpha, parce que là, on n'est même pas à l'alpha. Je suis désolé. Là, c'est... En matière de maturité. Mais même, est-ce que les développeurs, est-ce que les créateurs de contenu vont faire se bouger avec cette nouvelle version du Vision Pro? Tant qu'il n'y aura pas quelque chose qui va se généraliser, et c'est tout ce que je souhaite, parce que c'est une aventure, c'est une expérience qui est énorme. La différence, peut-être, Stéphane, c'est que le produit, quand même, est abouti en termes, ce qui n'était pas le cas de Vision Pro. Je sais pas, il faudra l'essayer. C'était pas le cas de l'iPad de première génération ou du premier iPhone. C'est un produit qui, quand même, on peut faire des choses, mais c'est vrai que l'écosystème, on arrive vite au bout parce qu'il y a peu de développement. C'est ce que je me dis. La question que je pose, c'est même pas sur le produit. Est-ce que aujourd'hui, les développeurs d'un côté, les créateurs de jeux de l'autre côté, les créateurs de contenu, j'en oublie peut-être, d'applications en général, est-ce qu'ils sont prêts à aller vers ce nouveau Vision Pro? Moi, je ne sais pas s'ils vont avoir le coup de cœur, je vous dis la vérité. Christophe, pour conclure. Non, je suis je suis sur la même longueur d'onde que Stéphane, mais moi, ce que je pense, en fait, c'est surtout que
moins plus tu vas le proposer à un prix abordable, et plus ça deviendra intéressant, et plus ça deviendra intéressant par rapport aux développeurs. Ce qui est Donc pour moi, inquiétant, c'est pas c'est le que c'est pas le produit chemin aujourd'hui. que semble vouloir prendre Apple en ne sortant pas une version allégée, quoi. Non, effectivement. Effectivement. Ou bien alors, en fait, c'est juste une mise à jour, tu vois, mais que demain, on aura quand même peut-être une version Toi, allégée tu y crois du encore. système. D'accord. Moi, je pense en fait que s'ils arrivent à le faire à un prix abordable, du coup, tu ouvres la porte à la consommation de médias, tu ouvres la porte en fait aux jeux vidéo, tu ouvres la porte à des usages où aujourd'hui en fait ils pensent même pas prendre un casque à 3 000 € en fait pour regarder tes films en 3D. Non. Ah, bien sûr que c'est de la niche. On va pas se mentir. Et quand c'est de la niche, en fait, forcément, les Même de la développeurs sont niche moins fiscale, on peut intéressés. dire. Hein? Ouais, Je sais pas si c'est de la niche fiscale, mais Ouais, mais voilà, en tout c'est vrai cas, que c'est aujourd'hui plutôt un produit taillé pour les entreprises et pour le B2B, comme on dit, et qu'il se cherche oui. encore à un usage et un marché pour le grand public. Mais c'est vrai qu'à 3 600 €, ça me semble difficile. Un petit sondage une petite question qu'on a posée sur X Tout à à propos fait. du Vision Que Pro. Laurent. pensez-vous de l'annonce du Vision Pro M5? Et donc, on a 10% qui nous ont dit « Ah, enfin une nouvelle version ». Que des cousins de Voilà. Christophe. Ensuite, on a 46% qui ont dit encore trop cher. On a 8% qui ont dit « Je veux une version plus légère ». Et on a presque 36% de gens qui ont dit « Je veux des lunettes ». Il semblerait que Apple ait fait le même constat, mais l'un n'empêche pas l'autre, hein. On peut avoir très bien un casque de réalité mixte et développer des usages autour de ça, développer des lunettes Alors, type Meta. je peux juste dire un truc par rapport au méta, parce que tu as Parce été que, après tout, t'as- Facebook, enfin Ah bah Meta fait les deux. justement, donc je vais vous dire, pour mettre une petite pièce Dans la machine. dans la machine, alors c'est vrai qu'on utilise beaucoup WhatsApp, on utilise beaucoup Instagram, on utilise beaucoup Facebook. Donc le fait qu'il y ait ces applications sur les lunettes, on trouve ça plutôt bien. Oui. Hein, vous êtes content. Sauf que si vous voulez être une autre appli, alors à part Spotify bien évidemment, si vous voulez être une autre appli, vous pouvez pas le faire parce que Meta a cloisonné. Oui. Donc en gros, pour le moment, les développeurs, pour l'instant, même s'ils le voulaient, ils ne pourraient pas le faire. Donc actuellement, il y a peut-être une bataille des écosystèmes. Alors je ne connais pas les rapports entre Zuckerberg et Tim Cook. Ils ne sont pas très bons. Voilà, c'est ça. Mais non, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une place à prendre parce que je ne suis pas sûr que la vision de Meta soit la bonne et la vision et la philosophie de Meta soit la bonne en matière de collecte de données. Donc je pense qu'il y a de la place pour Apple. Le peu que j'ai pu voir, moi, en termes d'interface, c'est quand même pas mal avec cette petite, même si je l'essayais sans le petit bracelet, Ah oui. c'est quand même pas mal. T'as pas fait Non. Ah oui. Mais l'interface, je pense qu'on peut faire beaucoup, mais alors beaucoup mieux. Maintenant, il faut savoir combien de temps il faut pour développer un produit comme celui-là. Si Apple commence aujourd'hui, voilà, mais j'ose imaginer qu'ils travaillent depuis, enfin du moins j'espère, qu'ils peuvent reconditionner des travaux autour du Vision Pro. On aura l'occasion de revenir dans une mission spéciale sur le Vision Pro, bien entendu M5, avec l'ami Christophe. Allez, on vous propose un chapitre spécial face à face. On vous a comparé les nouveautés d'Apple avec soit des anciens modèles, soit des versions alternatives. Regardez, dans cette partie, on compare côte à côte les modèles M5 avec des modèles plus accessibles ou des anciennes versions. On commence par le MacBook Pro M5. On a choisi de le comparer au MacBook Air M4. C'est lui son principal concurrent aujourd'hui parce qu'il connaît un immense succès, le MacBook Air M4. Si bien qu'Apple a un peu de mal à vendre des MacBook Pro, ils avaient besoin de le valoriser. C'est certainement aussi la raison pour laquelle ils sortent le MacBook Pro M5 d'abord et que le MacBook Air, qui était plutôt choyé également, reste en M4. Donc vous le savez, on le disait tout à l'heure en préambule, on dispose d'une diagonale de 14 pouces sur le M5 et du 13,6 pouces sur le M4, voire du 15 pouces si vous voulez la grande version. Bien sûr, on est en M5 avec un CPU 10 cœurs et un GPU 10 cœurs sur le MacBook Pro M5, mais on est encore en 10 cœurs, GPU 8 cœurs sur le M4. Heureusement, Apple a abandonné les 8 Go de RAM, on est bien en 16 Go de RAM. La version de base du MacBook Pro M5 commence en SSD 512. On est en 256 Go sur le MacBook Air. Si vous voulez la version de base du MacBook Pro M5, il vous fera débourser 1 800 €. Sous la MacBook Air M4, ça commence seulement à, je cherche le prix, 1 399 € pour la version
15 pouces et 1099 €, sachant qu'il y a des promos avec la version 13,6 pouces. Ça reste encore, je dirais, le produit le plus abordable et c'est aussi la raison pour laquelle il se vend. Et puis, accessoirement, il y a le chargeur électrique à l'intérieur. Genre, ça va être le C'est d'exprimer. un gimmick pour quelques temps. Quoi. Voilà. On a comparé cette fois l'iPad Pro avec son alter ego M5 avec son alter ego l'iPad Air M3. Hein. Alors vous avez deux versions, de la version 11 et 13 pouces. D'un côté la puce M5 avec ses qualités et son nombre de puces et de GPU. La spécificité de l'iPad Pro M5, c'est bien sûr sa puce N1 et son modem donc pour le Wi-Fi 7 et son modem C1X pour la 5G. Vous avez exclusif à l'iPad Pro, on n'en a pas parlé, le mode Face ID. Les capacités commencent en 256, 512, 1 Tera et 2 Tera. Le prix commence à 1119 et en version 11 pouces et 1369 en version 13 pouces. Pour l'iPad Air, eh bien, ce n'est pas un écran OLED, mais un écran LCD. En 11 et 13 pouces, vous avez une puce M3, donc on va un petit peu en arrière, mais pour les usages de l'iPad, je trouve que c'est largement suffisant. Vous n'avez pas de Wi-Fi 7, un Wi-Fi 6E, de la 5G, vous n'avez pas d'Face ID. Alors ça m'a un peu gêné quand je suis passé de l'iPad Pro à l'iPad Air, de revenir au Touch ID. Bon, c'est un détail. Et les capacités sont un peu moins importantes. Ça ne commence pas par du 256, par du 128. Ça ne va pas jusqu'au 2 Tera, ça s'arrête au 1 Tera. Par contre, le prix est beaucoup plus accessible, quasiment à la moitié du prix. 699 €, mais c'est la version que Wi-Fi. Il faut passer à du 839 € pour la version cellulaire. Vous l'avez en 11 et 13 pouces. Enfin, évidemment, pour conclure, le Vision Pro M5 face à la version M2. Et là, on ne pouvait pas le comparer à autre chose, puisqu'il n'y avait que deux versions. Et vous avez bien compris que ce qui change essentiellement, c'est les 300 € d'écart. En plus, évidemment, d'avoir une interface plus fluide et des 120 Hz et d'un CPU qui est beaucoup plus rapide, d'un GPU beaucoup plus rapide. 3 699 € contre 3 999 €. Ça reste une baisse de prix. Une question pour toi, Laurent, regarde de Mano. Question besoin de baisse- lunettes, je pense. Non, c'est pas ça, c'est pas vraiment écrit en français, c'est pour ça. Donc, Ça va, t'as sympa, mal- t'as mal sympa co- avec le t'as- Twitos. Mais non, tu as mal copié. Ah bon? Et, Que outre- de baisse de prix, outre le MacBook Pro M5 à moins 100 €, l'iPad Pro à moins 100 €, le Vision Pro à moins 300 €, le MacBook Air perd lui aussi 100 €, le Mac Studio 200 €, l'iPad Air 50 €, l'iPad mini 50 € et l'iPad A6 d'entrée de gamme 20 €. Apple a-t-il pris en compte l'appréciation de l'euro face au dollar? Comment tu expliques cette baisse de prix alors qu'Apple avait tendance à surtaxer, à surfacturer ses produits, ses prix en Europe et en France notamment, Alors, par rapport aux on a, États-Unis? on a déjà expliqué à plusieurs reprises qu'il y a plusieurs choses qui jouent, mais là, l'effet principal, c'est effectivement l'appréciation de l'euro par rapport au dollar. Donc il a raison. Parce que- oui, il a Donc, elle totalement était raison. parce qu'en fait, Parfaitement il y a- écrite cette question. sur Exactement. Twitter. Elle était très mal lue par moi. Donc voilà, Je crois que tu as besoin mais à de coup lunettes. pas, je brûlerai en enfer. Et, Des méta? Tu veux des méta? Et donc, méta cagoule. Et non, mais donc pour revenir sur le point, oui, on est sur un effet de taux de change. Allez, pour conclure notre annonce sponsor, un mot rapide pour remercier notre sponsor NordVPN, le VPN le plus sûr et le plus rapide, compatible avec tout l'écosystème Apple, le Mac bien sûr, l'iPhone, l'iPad, le Vision Pro aussi et même l'Apple TV. Moi j'adore sur l'Apple TV, jusqu'à 10 appareils, hein, sachez-le, peuvent être connectés en simultané, ce qui vous permet d'accéder à des contenus de vos chaînes partout dans le monde, que ce soit vos chaînes françaises, par exemple quand vous voyagez pour regarder TF1 ou autre, ou des contenus Netflix ou Disney+ en version US, avec en ce moment le film Thunderbolts et même YouTube sans pub via une IP étrangère. Mais NordVPN, c'est aussi un vrai pack de cybersécurité, blocage des pubs, des sites dangereux et protection de vos données. Et bonne nouvelle, grâce à ORLM, vous avez 4 mois offerts sur l'abonnement de 2 ans pour un budget à partir de 2,98 € par mois. Cliquez sur le lien en description de la vidéo ou scannez le QR code à l'écran. Merci, un grand merci à NordVPN de nous soutenir et on est d'accord. Allez, on passe à vos coups de cœur. Christophe, on commence avec toi. Moi, je voudrais te montrer un truc parce qu'il y a un film qui a beaucoup compté dans ma vie de geek. Regarde ici ce que j'ai en face de la caméra. Il faut que tu recules un petit peu, mais c'est Tron, c'est ça? C'est Tron, effectivement, c'est Tron. Et c'est surtout un poster original des années 80 que j'ai chopé au Japon il y a il y a une année maintenant. Je ne lui ai pas encore trouvé de cadre, mais voilà. J'ai toujours adoré ce film de Disney parce que, tu vois, il y a de un, en fait, c'est cette histoire de l'homme dans la machine.
et inversement. Et puis surtout, en fait, il y a tous ces effets spéciaux. Il a été tourné entièrement en noir et blanc et puis colorisé. Enfin, c'est un truc de fou, Tron, je trouve. Même si de temps en temps il est considéré comme un film de niche, entre guillemets. Et puis après, tu as eu Tron Legacy en 2010, si je ne m'abuse, donc il y a 15 ans, voilà, qui était la suite légitime de Tron. Et puis maintenant, tu as Tron Ares qui vient d'arriver au cinéma. Et franchement, moi j'ai déjà été le voir 2 fois la semaine passée. Et, Ah oui. c'est un truc de dingue. J'ai été le voir. J'ai été le voir en version donc américaine originale, en laser ultra, et j'ai été le voir aussi en Screen X en version française. Et j'adore ce film. En fait, je trouve que c'est vraiment un très très bon film, même si certaines critiques sont un peu acerbes vis-à-vis de ce film. Alors donc, comme je vous le disais, en fait, c'est après 15 années d'attente, en fait. Que depuis le Tron Legacy, je veux dire, cette nouvelle aventure nous amène au-delà de la grille cette fois-ci. Donc, globalement, c'est l'ordinateur qui vient dans le monde réel. Et pas et tu as l'inverse. le programme Ares qui est incarné par Jared Leto, pour ceux qui sont un peu cinéphiles. Je trouve qu'il joue super bien. Il franchit le seuil en fait, de notre monde pour une mission hyper périlleuse. Et puis surtout découvrir le fameux code de permanence qui pourrait changer la donne pour toutes les existences d'intelligence artificielle. Ouh. Et je trouve que quand même, en fait, non seulement il renouvelle l'univers iconique de Tron, je trouve ça plutôt pas mal, et c'est quand même un sacré défi, mais il questionne aussi sur le fait de vivre, qu'est-ce que c'est que vivre pour l'intelligence numérique, pour l'intelligence artificielle, et je trouve ça particulièrement d'actualité. Allez le voir. Moi, j'ai pas encore vu, mais je te promets que je vais aller le voir, surtout que ça a bercé notre enfance, hein. C'était même pas l'adolescence, 1982, le premier Tron, le premier Oui. film je crois, long métrage, entièrement en images de synthèse et développé avec le supercalculateur Cray, qui était réservé uniquement à des grands universités américaines, à la NASA et j'en passe, c'est des La meilleurs. météo. C'est Et un la super météo. ordinateur. Ouais. Un très beau canapé aussi. Ouais, aujourd'hui. Laurent, Exact. sans jeu de mots, ton coup de cœur. Alors, je crois qu'on a déjà présenté le produit, parce que je l'avais déjà présenté il y a quelques semaines, donc il y a quelques mois, même un an, plus d'un an. Donc c'est Plod, ok, qui avait sorti, ça a la taille d'une carte de crédit, ça se glisse dans une pochette que l'on colle en MagSafe au dos de son iPhone. Tu peux y arriver, voilà. Vas-y. Voilà, donc, et c'est un enregistreur numérique. Ok, donc c'est quelque chose qui permet d'enregistrer toutes tes réunions. Et les transcriptions en texte Ouais, aussi. en fait, Plod, c'est une société qui fait 2 choses. Elle a fabriqué un exceptionnel produit, parce que réussir à mettre autant de technologie dans un si petit produit, c'est assez génial. Et ensuite, c'est une super application qui te fait de la transcription D'accord. avec de l'association de la parole sur les personnages, qui te fait des synthèses, qui te fait des analyses en disant tiens, tu as dit que tu devais t'engager à envoyer telle chose. Et donc, moi, je m'en sers pour toutes mes réunions. Et depuis quelques semaines, Plod a annoncé la sortie d'une sacrée évolution. Donc, ils avaient sorti le Plod Pin qu'on pouvait porter toute la journée autour du cou. Mais bon, c'est pas pratique en réunion de sortir ton Plod Pin, tu vois, en réunion. Et là, ils viennent de sortir la nouvelle version du Plod Note, qui s'appelle Plod Note Pro. Ok, donc celui-ci en gris, donc il est exempt de couleur. Donc tu vois, il y a un petit bouton qui allume avec un petit écran OLED pour te dire combien il est chargé. Et c'est très, 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 très impressionnant. La qualité audio, ça enregistre jusqu'à 5-6 mètres. Il continue à faire la retranscription, c'est ça? Il n'y a pas de nouvelles fonctionnalités? Non, si, les nouvelles fonctionnalités, c'est l'immense qualité des micros. Il y a D'accord. plus de micros qui sont Pour une réunion, par exemple, c'est mieux placés. Et derrière, le logiciel continue à évoluer, ça, de son côté. Mais c'est un super produit. Je m'en sers pour toutes mes réunions. Bien sûr, alors j'informe les gens que je demande toujours à ce que vous m'autorisez à vous enregistrer. Souvent, les gens disent oui, il n'y a pas de souci. On enregistre de plus en plus les visios de toute façon. Mais j'étais à l'étranger. J'ai fait ça dans plusieurs langues. Je suis juste fan de ce produit. Tu fais la traduction aussi? Je fais la traduction dans tes transcripts et tout, parce que derrière, c'est de l'IA normale, hyper améliorée. Là où c'est intéressant, les gens me disent « Mais pourquoi tu n'utilises pas le micro de ton iPhone pour l'enregistrer ?» En fait, il y a 2 raisons majeures à ça. La première, c'est que
c'est pas la même chose que d'aller dans ton iPhone et d'aller ouvrir, lancer l'application, lancer, une fois que tu as fini, aller la couper, envoyer la transcription. Là, tu as un petit bouton derrière, tu appuies, 1 seconde, il vibre pour te dire je lance l'enregistrement, c'est lancé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de synchro avec l'iPhone, ça part Il a directement fait dans le cloud. après. Non, il fait la synchro avec l'iPhone une fois qu'il a fini d'enregistrer la Bluetooth, quoi. Bluetooth, c'est la nouvelle version a un Bluetooth 5.4 de mémoire au lieu de 5.2, donc le transfert est beaucoup plus rapide. Mais à la limite, c'est de la tech, tout ça. Oui, non, mais ça, bien sûr, ça marche. C'est 2 fois plus rapide. Ok, je m'en fous que ce soit 2 fois plus rapide. C'est juste que dans les réunions, la synthèse des réunions, c'est un outil professionnel exceptionnel. Et franchement, et même le prix ne fera rien. Ouais, le prix c'est 179 €. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Pour le service que ça rend, il y a un abonnement mensuel, si tu veux, un nombre de minutes infini, si tu veux, tout ça. Mais pour un pro, c'est du bœuf en daube. J'adore. Alors, merci, Claude. Ben voilà, c'est une déclaration d'amour. Stéphane, ton coup de cœur? Ouais, alors, comme nous, on est un petit peu dans la difficulté de suivre les produits et les évolutions des nouveaux outils qui sortent tout le temps, en fait, on était sur Sora. L'outil de génération de vidéos de OpenAI. On a fait une jolie vidéo, un joli tutoriel d'Aurélien Express, allez le voir sur la chaîne. Et pour utiliser Sora 2 en France, le générateur de vidéos, c'est assez bluffant. Et ben là, vous allez être encore plus bluffé parce qu'il y a VO 3.1 de Google qui vient de sortir et qui met encore la barre au-dessus de... C'est la guéguerre entre OpenAI et Google. Voilà, exactement. Alors, donc, et c'est dispo en France? C'est dispo en France pour tous les utilisateurs de Gemini. Et on va passer même, il y aura même une condition. Là, ils ont même annoncé qu'on va passer maintenant de vidéos de 8 secondes à 15 secondes. Alors, on est limité, bien sûr, on ne peut pas en créer plein. Mais je peux juste vous dire que là, on passe encore une étape dans la créativité. Et la création, bon, bien sûr, il faut qu'on soit à l'origine avec des bons prompts. Mais voilà, donc tester sur Gemini VO 3.1, c'est vraiment formidable. Voilà. De mon côté, c'est encore du hardware parce que j'aime ça. C'est les nouvelles petites oreillettes de Soundcore. Ça s'appelle les Sleep A30 et comme son nom l'indique, c'est des oreillettes pour dormir, tout simplement. Au musée, donc les bouquiers et autres bouchons d'oreilles. Voici donc les écouteurs du sommeil. Ça bloque évidemment grâce à son réducteur de bruit les bruits nocturnes. Et ça me bloque également les ronflements. Si vous avez une partenaire ou un partenaire qui fait du bruit. Je vois pas du tout pourquoi tu le sourire à la commissure de tes lèvres. Non, des bruits du voisinage et de la circulation parce que bon, ça nous est arrivé de... Bref, système adaptatif donc de suppression des ronflements, il faut vraiment que tu essayes, c'est étonnant. Il s'analyse également tes ronflements en disant peut-être appeler du sommeil là, mais bon, bref, voilà. Et puis, ça permet également de surveiller votre sommeil, vous l'aurez compris. Alors, c'est beaucoup plus léger et beaucoup plus doux à porter que des oreillettes classiques. Bien sûr, on peut dormir avec. Alors moi, je les ai confiées à mon épouse. Elle me dit quand même qu'elle ressent quand même une petite gêne au bout de quelques temps, même si elles sont très fins et très légers. Mais ça reste super agréable et beaucoup plus agréable à porter que des boules caisses ou des bouchons d'oreilles. Voilà. Et vous pouvez aussi personnaliser le son du coucher avec la musique de votre choix, vos alarmes intégrées. Pour avoir un environnement zen au moment de s'endormir ou de se réveiller. Les Soundcore Sleep A30 et c'est facturé 249 €. Voilà, c'est la fin de ce 565e, je ne vais pas dire de bêtises, épisode de Refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Merci Laurent, merci Stéphane, merci Christophe qui a du coup remis son Apple Vision Pro. Merci quant à vous derrière vos écrans pour votre fidélité. On se retrouve c'est la régie. Oui, merci. La semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci la régie. On fait un petit coucou à la régie ici. Bah oui, ils ont veillé tard pour nous ce soir. Regardez, on finit un petit peu tard. Bravo à vous les amis. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode. On espère avoir reçu les produits d'Apple pour les tester en long, en large et en travers avec notre ami Didier. Pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton. Et n'oubliez pas de cliquer également sur le petit pouce. Merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Salut.